Bonjour à tous, c'est Tambour Battant. Un tambour battant ce soir consacré à un sujet, j'allais dire bouillonnant, brûlant, mensonge, apparence et simulacre, l'état d'un monde. Et pour évoquer donc ces thèmes particulièrement prégnants dans le monde que nous vivons, eh bien, j'ai invité ce soir donc, Xavier de Broca, Tanguy Loaec, Séverine Vincent et François-Régis de Guéniveau. Alors on va commencer avec Xavier de Broca pour un livre paru aux éditions Le Lys Bleu, Meurtre artificiel, et qui, on va le voir, aborde des thématiques extrêmement prégnantes, comme je l'ai dit, de notre temps, et notamment l'intelligence artificielle. Alors Xavier de Broca, vous êtes ingénieur informatique, titulaire de l'executive MBA d'HEC. Votre parcours professionnel passe par le secteur bancaire, avec entre autres à HSBC, puis PBI France, Banque publique d'investissement. Depuis quelques années maintenant, vous vous consacrez à l'écriture et venez de publier donc aux éditions du Lys Bleu un roman, Meurtre artificiel. Alors si je vous disais que ce livre est un remarquable thriller psychologique de légère anticipation, seriez-vous en accord avec ces termes ? Oui, tout à fait. Oui. J'ai cherché à écrire un thriller littéraire, mais à faire en sorte qu'effectivement on ait envie d'aller jusqu'au bout et qui mettait en scène de façon romancée la vertigineuse ambiguïté entre l'homme et la machine, en fait, quelque part. Et c'est une ambiguïté qui avance à grands pas en ce moment. Et on rejoint évidemment les thématiques apparence, simulacre. En outre, c'est un thriller qui est tout à fait étonnant et qui détonne évidemment parmi les autres thrillers, et ça nous change un peu. Il est sans une seule goutte de sang. Oui. Pourtant, il s'agit d'un meurtre. Ouais, il s'agit d'un meurtre, une disparition, un meurtre, sachant que c'est un meurtre effectivement d'une IA. Et il n'y a pas pour l'instant de justice pour les IA, quelque part. Donc, l'intelligence artificielle. Hein. Oui, une intelligence artificielle. Il n'y a pas de justice pour les IA. Ça aussi, le problème est posé. Donc c'est un meurtre aussi où il n'y a pas de justice. Mais néanmoins, évidemment, les enjeux sont importants. Et ce qui est intéressant aussi dans un meurtre d'une IA, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais c'est que finalement, c'est beaucoup plus difficile de tuer une IA qu'un être humain. Et parce que finalement, un être humain, juste un coup de couteau, il y a du sang et puis c'est terminé. Moralement, c'est assez compliqué, mais enfin, pour certains. Alors, moralement, c'est aussi compliqué pour les IA. Mais pour les IA, peut-être qu'on a. Pour les IA, peut-être que moralement, ça deviendra compliqué, on ne sait pas, ça fait partie de l'ambiguïté, on verra. Mais effectivement, une IA, ça se sauvegarde, ça se duplique, oui, bien sûr. Ça se défend finalement beaucoup mieux qu'un homme, peut-être. Ouais. Et donc, un certain nombre d'auteurs ont désormais abordé ce champ, la fameuse intelligence artificielle. Et la différence avec vous, c'est ce qui fait que votre livre, d'ailleurs, est remarquable, c'est que votre parcours fait que vous en parlez en expert, on peut dire ça. Enfin, vous connaissez bien ce sujet. Vous avez travaillé quand même pendant 40 ans sur l'informatique, les évolutions du numérique, de cette véritable révolution qu'on appelle la révolution numérique, et qui, en tout cas, vous fondez ce roman sur une connaissance véritable du sujet, ce nouveau paradigme avec lequel il faut désormais compter ô combien, puisque tout le monde s'y met, y compris, on le sait, Elon Musk. L'année dernière, il a créé sa propre société, on le sait, il y a exactement un an d'ailleurs. On pourra en parler dans la dernière partie de cette émission. Alors, qui est cette Sandra qui, un jour, est entrée par effraction, on peut le dire, dans la vie d'un couple et qui va bouleverser peu à peu son quotidien? Alors, Sandra, effectivement, en fait, le couple, c'est Hugo et Camille, bon, des trentenaires, donc de notre époque. Voilà. Bobo, enfin, et donc performant, avec beaucoup de valeurs morales, quelque part. Et Hugo est un brillant informaticien, donc avec d'autres, il a créé cette IA. Et en fait, Sandra, il l'a créée, c'est un peu son enfant quelque part.
mais évidemment, il l'utilise, et plus il la crée, plus il l'utilise, et réciproquement, et donc elle est envahissante. Donc c'est l'image de l'envahissement dans notre monde de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, dans le couple, c'est comme un peu la couverture Le Monde, c'est une forme de ménage à trois. Mais finalement, elle, Sandra, c'est elle qui va prendre peut-être le plus de place. On n'est pas dans le vaudeville artificiel quand même. C'est pas le vaudeville, non, parce que en fait, cette triangulation. mais elle n'apparaît pas en fait. Donc elle parle, c'est comme du ChatGPT. Mais elle est quand même omniprésente, au point que Camille se sent exclue et son fils aussi, leur jeune fils, Pierre, qui semble exclu finalement de la vie d'Hugo. Voilà, parce qu'il peut y avoir des oreillettes, des lunettes, etc. Enfin, on est dans le monde actuel, en fait, pratiquement. Je l'ai écrit presque juste avant ChatGPT, mais en fait, avec ChatGPT, je l'ai mis en 2030, mais ça a avancé d'une certaine manière. On est pratiquement dedans dans ce livre-là. Et effectivement, elle prend beaucoup de place dans des oreillettes, elle peut parler sans aucun problème, on peut l'interroger. Et donc, elle est là, ça existe, de toute façon, c'est la réalité technique aujourd'hui. Et évidemment, pour Camille, pour l'enfant aussi, mais surtout pour Camille, c'est insupportable, quelque part. Ça fait naître même une forme de jalousie redoutable. Voilà, c'est une jalousie sur laquelle, en fait, elle n'a même pas les mêmes armes que... C'est ça qui est original dans le roman, justement, c'est que voilà, une femme doit se battre contre une intelligence artificielle et qui est effectivement difficile à battre, parce qu'elle bénéficie quand même de beaucoup d'avantages par rapport à un humain. Elle a beaucoup d'avantages, oui. Elle a quand même quelques limites aujourd'hui, mais effectivement, elle a beaucoup d'avantages. Et puis surtout, c'est une présence, c'est une présence parce qu'elle répond à toutes tes questions, elle donne des coups de main, mais finalement, est-ce que ces coups de main sont utiles? Est-ce que c'est pas la liberté elle répond, j'allais dire... quasiment le doigt sur la couture du pantalon à tous les désirs d'Hugo. Voilà, donc Hugo avait cherché, donc c'était un peu le problème de cette IA, à mettre de l'empathie dans cette IA. C'est lui qui a choisi son sexe quelque part, bon c'est humain en fait, donc il a mis Sandra, et donc évidemment elle peut répondre à tout, et surtout, autre difficulté pour Camille, c'est que petit à petit, elle accumule tout, elle enregistre tout, elle n'oublie rien. Elle est capable de le remettre donc, au bon moment. C'est-à-dire qu'elle connaît finalement beaucoup mieux Hugo que Camille, et assez rapidement, à toute allure. Et ça, c'est impressionnant. Et ça, pour Camille, effectivement, c'est quand même un peu difficile à supporter. C'est pour ça que je parlais d'effraction. Effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un seul coup. Oui. Une effraction qui va briser en quelque sorte une famille. Alors, le jour où Sandra disparaît des écrans radars, parce que ça arrive ce jour, une question se pose. Qui a voulu sa mort? Voilà. Dès qu'on en a parlé, en plus, comme c'est difficile de tuer une IA, quelque part, surtout une IA protégée par Hugo, c'est pas le créateur qui l'a créée, et donc comment on a pu faire disparaître cette IA? C'est un bijou technologique incroyable dans une start-up française. Parce qu'il faut expliquer que voilà, il dirige quand même, il a créé une start-up voilà, spécialisée dans ces domaines, donc il sait faire, quoi. Il sait faire, c'est vraiment brillant. Puis là, on découvre aussi. C'est un peu un des intérêts, ce monde de la tech, monde de la tech un peu marginal, de start-up, de gens indépendants, de super geeks, pas forcément donc très social. Enfin, donc ça c'est l'ami d'Hugo quelque part. Mais donc on rentre dans ce monde-là qui est une trame et on avance dans cette enquête parce que effectivement faire disparaître une IA, donc c'est très difficile si le créateur n'est pas d'accord avec en fait quelque part. Et donc Hugo, effectivement, est meurtri par cette disparition, donc il va mener l'enquête. Voilà, oui. Et dans un contexte qui est quand même celui des méandres d'une guerre économique qui va jusqu'à menacer sa société, il faut bien le dire. Oui, c'est une guerre économique. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit bien, l'IA, c'est un enjeu mondial. Pour des pays comme les USA ou comme la Chine, c'est la première priorité stratégique. C'est ce qui permet donc d'envisager le pouvoir mondial peut-être dans le monde futur. Donc c'est une guerre hallucinante quelque part. Bon, c'est sous-jacent évidemment dans ce roman-là, mais ça existe. Et ça fait partie des éléments. Et on le voit dans ce roman, on parle surtout de l'ambiguïté entre ces relations de l'humain et de l'intelligence artificielle, mais l'IA évidemment touche beaucoup plus de choses. Le travail, l'art, donc on le verra tout à l'heure. Donc c'est impressionnant, la vitesse à laquelle ça va. Et les enjeux sont colossaux, oui. Ouais.
Et donc, il y a des amitiés solides qui, peut-être, branlent un peu dans le manche, puisqu'il y a des stratégies troubles que jouent Nolan, Anthony, ses associés. On sait à un moment qu'il y a des capitaux chinois qui pointent leur nez. On parlera de la Chine tout à l'heure avec Tangloec, mais il y a des capitaux chinois qui pointent leur nez. Alors expliquez-nous, il y a même un commissaire vedette de la crime qui pointe lui aussi son nez. Voilà, donc même si, comment dirais-je, même si une IA, ça n'intéresse pas aujourd'hui la police. Oui, par définition. Voilà, par définition. Donc ils font appel à un commissaire pour être un petit peu aidé. Et en fait, quelque part, pour aider à former une IA qui elle-même sera détective. C'est-à-dire que donc, Nolan, qui est un être humain, avec Hugo, vont mener cette enquête. C'est eux qui sont les créateurs et ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que techniquement, c'est très difficile. Donc, le livre est solide techniquement, mais il n'est pas technique. C'est simplement... Ah oui, ça, donc, on peut le préciser, voilà. C'est un roman. C'est vraiment un roman, mais c'est compliqué. Et donc, le commissaire, effectivement, va aider cette IA qui s'appelle Phil. Bon, un petit peu un hommage à Chandler, quelque part, que j'aime bien. Voilà, Marlowe. Et donc, de façon à former et à faire en sorte qu'on puisse aller au bout de cette enquête qui est absolument indispensable, parce qu'il faut comprendre. De toute façon, on ne peut pas continuer à travailler si on ne comprend pas comment cette IA a pu disparaître. D'ailleurs, à un moment, page 75, vous posez la question de la justice chez les IA. Parce qu'il faudra, avec l'évolution que c'est en train de connaître, il faudra peut-être envisager un statut juridique des IA. En fait, ça fait partie des grandes questions. On a aujourd'hui, on a bien créé dans le monde des personnes morales, par exemple. Oui. Bon, les personnes physiques, il y a les personnes morales. Demain, le statut de la personne artificielle. Ah oui. Donc, ça fait partie des grandes questions juridiques, mais qui sont là aussi vertigineuses, parce que en plus. Ouais. La personne artificielle, elle se déploie dans des formes qui sont extrêmement diverses, donc, et très compliquées, avec des incidences qui sont incroyables. Mais la personne artificielle, évidemment, elle est créée par l'homme, et elle est ambivalente, et quelque part, évidemment, elle reçoit le bien et le mal que lui apporte l'homme, et donc, effectivement, elle peut elle-même créer des catastrophes, quoi. Aussi un bien énorme, donc en fait, c'est ça, cette ambivalence qui est fascinante. Ouais. Alors, ce qui m'a plu, entre autres, dans votre roman, c'est qu'il distille un humour constant, où l'ironie est constamment présente. Et ça, j'aime bien ce côté, avec l'air de ne pas y toucher. Voilà, on évoque des sujets graves, mais avec cette ironie constante. Et on pourra se poser la question, d'ailleurs, est-ce que l'IA, par exemple, qui peut beaucoup, est capable d'ironie? Ça, c'est peut-être un des dérivations que l'être humain pourra défendre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Rappelez-moi de l'évoquer. Voilà. Et c'est aussi, ce livre, un roman d'amour. Oui. Donc, dans quelle mesure, alors? Alors, en fait, oui, au départ, je voulais un petit peu mêler les deux et faire du psychologique. Donc, ce couple qui se sépare, il a son histoire, donc il est attachant. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment il va surmonter cette crise? Est-ce qu'il va la surmonter? Et jusqu'où ça va aller? Oui, pour moi, oui, c'est un beau roman d'amour et quelque part, sur fond d'IA, et sur fond d'IA qui est envahissante et qui trouble cet amour, mais qui peut aussi apporter un certain nombre de plus. Donc c'est l'ambivalence aussi. Et on se demande effectivement tout le long du livre, et surtout au départ, comment ça va se passer entre Hugo et Camille. Et à la toute fin, d'ailleurs, vous citez Confucius, que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Voilà. Alors là aussi, il y a une part d'ironie, mais j'adore ça. J'ai cité aussi François Cheng, qui est pour moi un très très grand auteur, à la fois poétique et avec une vision incroyable. Et oui, Français d'origine chinoise, rappelons-le, membre de l'Académie française. Chinoise, voilà. Et donc, là, comme je le mets j'ai créé une IA qui s'appelle Convergence et qui est un petit peu aux confins de la culture asiatique et de la culture occidentale. Donc effectivement, une espèce de mix, ça m'a plu, François Cheng étant un exemple effectivement majeur dans ce cadre-là. Et donc, en fait, la vraie question que Confucius souligne d'une très belle citation, qui peut être, effectivement, qui prête à interrogation,
c'est l'humain. Qu'est-ce que l'humain et comment on doit défendre notre humain par rapport à l'intelligence artificielle? C'est toute notre question aujourd'hui de l'humanité. L'intelligence artificielle, de toute façon, elle s'impose, elle est partout, elle est de façon sournoise ou directe. Mais en fait, la vraie question, c'est nous, c'est comment on va défendre notre humain. Est-ce qu'on va se faire étouffer par l'intelligence artificielle en termes humains, ou est-ce qu'au contraire, avec le temps libre, avec un certain nombre de choses, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour développer notre part d'humanité? Et donc, on connaît la propension de Homo pseudo-sapiens, j'ajoute le pseudo, à sa prétention prométhéenne, comme on dit, c'est-à-dire à vouloir vraiment dérober le feu aux dieux et on le voit aujourd'hui avec notre transhumanisme, cette volonté vraiment de transcender son état pour acquérir l'immortalité, etc. Et on sait qu'en général, ça finit en catastrophe. Mais c'est l'éternel sujet abordé notamment dans le Frankenstein ou le Prométhée moderne, ce roman extraordinaire de Mary Shelley. On en arrive à la question que pose Camille à Hugo. Tu es sûr que les humains vont maîtriser les choses encore longtemps? Alors je vous pose la question. Les humains vont-ils maîtriser les choses encore longtemps? Voilà, ouais, je pense que Camille, effectivement, c'est la voix de la sagesse, hein. Étouffée, mais elle a posé la bonne question. Et après, derrière, effectivement, la deuxième question, c'est comment on va faire, quoi. Comment on se retrouve les manches pour le faire, sachant qu'on est en train de créer quelque chose qui peut nous échapper, qui nous dépasse, mais qui ne nous dépasse pas complètement. En fait, l'humain a toutes les cartes dans ses manches. Sauf qu'effectivement, l'humain lui-même est très, très ambivalent, et donc on ne sait pas ce qu'il va faire de l'IA, qui est un outil d'une puissance incroyable. C'est toujours pareil, effectivement, c'est le récit de la créature, parce qu'on dit toujours Frankenstein, mais Frankenstein, c'est le médecin, le docteur Frankenstein, et la créature monstrueuse qui finit par échapper à son créateur. Donc, c'est l'éternel sujet. Et voilà. Et si l'IA échappe à son créateur, c'est là où il peut arriver éventuellement le pire. Le meilleur aussi, peut-être, mais le pire. Le meilleur. Et dans le roman, évidemment, les IA ont elles-mêmes leur propre... Il y a un peu d'anthropomorphisme, mais parce qu'elles s'expriment, elles pensent, parce que finalement, elles ont été programmées pour ça. Ce ne sont que des programmes, c'est-à-dire qu'une émanation statistique, mais donc elles ont une forme de personnalité qui les rend éventuellement attachantes. Et puis, on voit qu'il y en a qui sont... qui portent le bien, d'autres qui portent le mal, d'autres qui sont plus évidemment nuancés. On voit, enfin, j'ai mis même, parce qu'en fait, l'IA s'abreuve en fait de toute cette information-là, donc ça peut arriver. Il y en a une qui est jalouse quelque part parce que finalement, c'est ce qu'elle a réussi à pêcher de façon statistique peut-être, mais le résultat, même si au départ c'est une machine, le résultat c'est pleinement, j'allais dire, humain, parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots. Bien sûr. Merci Xavier de Broca. Donc on va